C'est un très grand plaisir et un honneur d'animer cet après-midi la dernière table ronde qui, elle, est consacrée donc à la dimension européenne de ce grand défi de l'islamisme dont vient de nous parler Dominique Régnier, que je salue chaleureusement, ainsi que David Khalfa pour m'avoir invité. Donc, quels sont les ressorts de ce défi islamiste sur le plan européen et comment pouvons-nous y répondre? Comment allons-nous le combattre? C'est la question qui nous intéresse. Je voulais faire une petite remarque juste avant de vous présenter nos intervenants qui sont tous de grande force. Une petite remarque pour dire que quand on a eu l'immédiat débat qui a suivi la décapitation de Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui voulait juste faire réfléchir ses étudiants sur la liberté d'expression et sur les caricatures, les fameuses caricatures de Charlie Hebdo, on a vu un certain nombre d'intellectuels, notamment d'outre-Atlantique et de journaux américains, anglo-saxons, attribuer cet acte sauvage au caractère supposément systémiquement raciste de la France et à l'incapacité de la France à faire la place aux faits religieux de l'islam. Et donc, la radicalisation islamiste a été présentée comme un problème français. Et dans les jours qu'on suivit, on a vu un attentat extrêmement important, brutal, qui a frappé l'Autriche. Et il est apparu, évidemment, à travers toute la série d'attentats qu'il y avait eu auparavant, à travers toute l'Europe, avec des systèmes politiques très différents, avec des approches vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des minorités qui n'étaient pas celles de la France. Nous avons eu, évidemment, une forme de démonstration que cette approche selon laquelle il s'agirait d'un problème français était évidemment totalement démentie. J'aimerais avoir, évidemment, au cours des débats, la réaction de nos intervenants. Je voudrais, en tout cas, vous les présenter et commencer donc par ordre alphabétique par Layam Duffy, qui est le conseiller stratégique britannique du projet contre l'extrémisme, qui est basé à New York et qui a conseillé le gouvernement britannique pour mettre en place justement la stratégie de lutte contre l'extrémisme islamiste dont nous a parlé David Cameron. Nous avons ensuite avec nous Bernard Haickel, qui est un éminent spécialiste de la péninsule arabique et qui nous a rejoint depuis l'autre côté de l'Atlantique. Je vous salue aussi. Vous êtes en fait professeur à l'université de Princeton et vous dirigez l'Institut d'études transrégionales moyen-orientales. Vous êtes considéré comme une autorité sur les mouvements islamistes et la question de la loi islamique. Il y a aussi avec nous depuis Vienne Heiko Heinisch, qui est historien et qui depuis 10 ans travaille sur l'histoire et l'idéologie de l'islam politique et qui est l'auteur d'un livre sorti en 2019, Tout pour Allah, comment l'islam politique change notre société. Nous avons également avec nous Saïda Keller-Messali, qui est née à Tunis dans une famille berbère, qui est essayiste, activiste des droits de l'homme et qui travaille sur la question de la radicalisation en Suisse et en Autriche. Elle est fondatrice et présidente du Forum pour un islam progressiste. Nous avons aussi à Vienne, toujours à Vienne, qui est devenu un endroit très important pour comprendre ce qui se passe dans ce domaine de la question de l'islam, Mouhanad Khorshideh. Bienvenue aussi, vous êtes né à Beyrouth, vous avez été élevé en Arabie Saoudite et vous êtes depuis 2000, vous êtes sociologue et théologien et vous êtes depuis 2011 le directeur du Centre pour la théologie islamique à Münster. Vous avez conseillé de manière informelle le gouvernement autrichien sur cette question de la radicalisation islamiste. J'accueille aussi Johan Lehmann, qui nous arrive de Belgique. Vous êtes professeur émérite d'anthropologie sociale et culturelle à la faculté des sciences sociales de KU Leuven et vous avez été étroitement associé au dialogue entre les communautés musulmanes de Belgique et le gouvernement pour le compte du Premier ministre de Belgique. J'accueille aussi Bernard Rougier, qu'on connaît bien en France, qui est un sociologue et professeur des universités à Paris-Sorbonne et Nouvelle et qui est un expert reconnu de la question de l'islamisme et qui a publié l'an dernier Les territoires conquis de l'islamisme. Et enfin, Michael Townby, vous êtes chercheur associé au Danish Institute for International Studies et vous êtes un praticien de la lutte contre l'islamisme violent. Vous avez notamment fait de multiples missions en Afrique, et notamment en Somalie, et participé sur place à la création d'un centre de déradicalisation islamiste.
Donc, nous avons ici un panel tout à fait remarquable, à la fois de penseurs de la question qui nous intéresse, mais aussi de praticiens, de gens qui ont réfléchi sur les réponses pratiques et politiques qu'il faut apporter à ce défi. Dans un premier temps, je vais vous laisser à tous, à chacun, la parole pour, en 3 minutes, ça va être un exercice, je dois dire, assez acrobatique et presque frustrant vu la qualité des intervenants et la largeur et l'épaisseur du sujet qui nous occupe. Et je vais vous demander à chacun en 3 minutes de nous expliquer ce qui vous apparaît comme le plus pertinent dans le débat tel que nous le voyons aujourd'hui sur la scène européenne. Merci. Donc, nous allons commencer par Liam Duffy. Si vous pouvez, s'il vous plaît, allumer votre micro. Merci. Liam Duffy. Okay, thank you. I hope you can hear me. Give me a thumbs up if you can. Absolutely, we do. Perfect. Thank you so much for having me. I guess just by way of a very brief introduction, I know one was given briefly. For those who don't know me, my name's Liam Duffy, and I mean, you mentioned the Anglo-Saxon media coverage law in the last few months after Samuel Paty's murder, and I was absolutely horrified and appalled by it myself. So I have tried my absolute best from London to try and explain what France is dealing with in terms of its Islamist radicalization and the social cohesion problem, which Macron obviously terms separatism. So in a shameless plug of self-promotion, I'm going to drop my author page in the chat so all the attendees can read what I tried to explain to the Anglosphere after some of the coverage. Anyway, in terms of my argument, so I'm coming at this from a different angle. So I obviously worked as a practitioner to deliver our counterterrorism and counter-extremism strategies in the United Kingdom and elsewhere as well. So I'll speak more from that than from any kind of academic or scholarly work. I'll speak from my experience of what I've seen. And I guess from several years of working on our efforts, both on counterterrorism, but also on our counter-extremism strategy, which was specifically designed to tackle Islamist ideology and far-right ideology, and not just the terrorism part. My basic conclusion is that we, in the Anglosphere at least, have depoliticized a political problem in the way, and if I can just, I know we're talking much broader, but if I can talk just about violent radicalization, I basically think that we have framed this far too much as a vulnerability issue, and we focus too much on individual trajectories into violence. And what that means is, to use a very British expression, is by focusing on the individuals, I hope this translates, we're looking at the trees and missing the woods. So we can't see the woods for the trees. By focusing on individuals, we are missing the broader growth of the Islamist political movement in the West, and especially in Europe. And I think this has a lot of consequences. I think when you look at, obviously the most visible aspect of this was 5,000 Europeans joining Islamic State in Syria. That's not a problem of kind of mysterious recruiters on the internet reaching into bedrooms and brainwashing or manipulating people. Like that is the most visible symptom of a grassroots political movement, one which is authoritarian and utopian, and which wants to use violence or excuses extreme violence in certain circumstances. And I think this has a lot of consequences. I think, we've misunderstood what happened when all of that exodus happened from Europe to Syria, and that's not going away anytime soon. For the next 10, 20, 30 years, the repercussions of that will still be with us. So we really need to understand it, not just pretend that never happened and sweep it under the rug. We need to go back and try to understand the historical context that fell under. I think we've seen the result of the way we look at radicalization in what some ISIS fighters, even if they were the last people at the Battle of Baghouz, even if they were a few months ago celebrating terrorist attacks in Europe, they were coming, by talking to Western journalists, telling us that they were brainwashed and they were vulnerable and they were manipulated. I mean, this is a plea for lenience. This is not sincerity. This is an attempt to say, I'm not responsible for my actions. I think that this has wider implications on counterterrorism policy. Like if you look at de-radicalization, is going to be a huge issue for Britain and France in particular in the next few years. There's a lot of extremists in prison in Britain, in both Britain and France. If we don't really understand why people are getting radicalized, how can we possibly understand how to de-radicalize them?
And I think one of the consequences we saw from this was we saw jihadis participating in programs designed for ordinary criminals in London Bridge. So at the end of 2019, we saw an attack from a jihadist in a program in London that was for criminals. It wasn't for dangerous extremists. And this is a really dangerous road to go down, where we're not really understanding the unique elements of this problem. And it's been talked about, we tend to ascribe our own kind of political, or project our own political desires or ambitions onto this. So, I think hold on, sorry. So I think we are, for the left, that has been policy, Western foreign policy. For your average liberal academic, that has been socio-economic concerns. And for the far right and sections of the right, that has been Islam and Muslims are the problem themselves. Whereas what none of these arguments capture is this political dimension of the problem. And we've seen a lot of resources poured into countering violent extremism programs, which I think deal with peripheral issues, and they don't deal with the elephant in the room. They deal with cohesion or tolerance or propaganda and critical thinking, as though there's only one way of interpreting the world. Like, if you have critical thinking skills, this is the only possible way that you could interpret the reality around you. And I think that's just really naive. So again, just to reiterate, to wrap up, I know we've got 3 minutes. Yes. I think we've missed the movement. We need to go back in history. We need to look at the trickle of fighters from Europe to Bosnia to Somalia to Afghanistan that turned into a flood in Syria. We need to look at the handful of NGOs and think tanks and non-profits led by Muslim Brotherhood exiles in the 60s and 70s that now has turned into a kind of Europe-wide revivalist movement, which is ideologically and strategically independent of the Muslim Brotherhood or any political party in the Middle East. And I think one final point. And I think we need to look at the movement holistically, not just look at the violent part. We need to look at the gradualists of the Muslim Brotherhood, the revolutionaries of Hizb ut-Tahrir, the missionaries of Tablighi Jamaat, and the Salafi jihadis as well. We need to look at this, that you can't disconnect them and segment them. So we need to go back and understand this movement. That's it for me. Merci beaucoup, Layam Defi, pour cette présentation. Je vais donc passer la parole à Bernard Haickel. Est-ce qu'il va faire le même constat sur le fait que finalement, nous n'avons vu que l'arbre au lieu de voir la forêt de l'islam politique? Thank you very much. And I would like to thank you, Madame Mandeville, for this and for hosting this panel. I'd also like to thank Elnet and the Fondation pour l'Innovation Politique and the Fondation Jean Jaurès, as well as David Khalfa for inviting me to this. And I also want to just nod to Bernard Rougier, who's a dear friend. I'm actually not speaking to you from the United States today, but rather from Lebanon. So if the lights go out, you'll know that it's because I am here, a country that is very dysfunctional at the moment. So let me begin, and I only have 3 minutes, so I have to be telegraphic. I'll begin with 2 anecdotes. The first is an article that I wrote on jihadist poetry. The jihadists produce a lot of poetry, and they have a very rich culture. And I had a really hard time in the United States publishing this piece because there was tremendous resistance to admitting that the jihadists had culture. Very often the editors of various newspapers and magazines wanted to describe them as monsters and beasts and people devoid of culture. The second anecdote is from a more recent event, the tragic killing of Monsieur Paty in France, where the New York Times and Washington Post and others, as some have indicated, wanted to explain this as a result of French intolerance to Muslims, and that this was therefore a natural reaction to the French state and French society's exclusion of Muslims. What explains this kind of phenomenon where people are so resistant to actually reading and understanding Islamism? I think there are maybe 4 or 5 factors. The first is just intellectual laziness. It's difficult to understand this phenomenon. It's a very complex phenomenon, and people find it difficult to understand it. The second is fear. Fear because if you engage with it, you might in fact be attacked by jihadists.
The third, and you find this very much on the right in France, in Europe, as well as in the United States, on the extreme right, which is to try to identify the jihadists with Islam. It's an attempt to say that Islam is a violent religion, and therefore the jihadists are a perfect representation of this religion. So in other words, the right wing is using for its own political purposes the jihadist attacks to justify its own agenda. And similarly, you have other people on the left who try to instrumentalize jihadist attacks for their own agendas. Now, if one looks at Islamism, as I have and others have, you realize that it's an ideology with a very specific genealogy, a very specific intellectual genealogy that owes as much to fascism as it does to a particular strain or particular tradition within a pre-modern Islam. Islamism also has a very sophisticated cultural repertoire, religious and political arguments that cannot be dismissed as crude or simplistic. Many, especially in France, I find, have tried to reduce Islamism to a primitive ideology, that its adherents, the jihadists are uneducated, they're simple people. I think such a characterization leads to a very profound misunderstanding of the phenomenon and diminishes the danger that jihadists and Islamists pose to Muslims first, to other Muslims, and to European and Western societies. So one should not think of them as simple people or as having a culture that is very crude or simple. It's also, I think, a mistake to impose a Western analytical grid or a particular Western ideological reading on the Islamist phenomenon. Islamism is not a form of leftist rebellion against capitalism or liberal societies. Rather, it is a worldview, a particular culture with a worldview, and a project that seeks to remake the world in ways that are not commensurate, that are not equivalent with either the anti-racist agenda of, let's say, the woke movement in America, or leftist ideologies and political parties. And just to describe what Islamism is, just so that we're very clear what it is people who have turned Islam into a political ideology and who wish to impose the Sharia, their particular interpretation of Islamic law, on society. So it has a very specific definition. Last, and let me just end on this point, is that I'm quite optimistic actually about the failure and end of political Islam and Islamism, not in the immediate future, but certainly globally in the middle to long term. Why? Because Islamism is underpinned, is supported by a specific political economy and by a global geopolitical context. The rise of Islamism must be understood as being that of the Cold War. Here, during the Cold War, the United States and countries like Saudi Arabia, Pakistan, and other countries, in fact, promoted Islamism against communism and against the Soviet Union. This effort by states, by America, but also by Saudi Arabia and others, supercharged a political ideology that we now call Islamism. It created ultimately a monster, I think unwittingly. It was not an intended, it was not necessarily something that America or Saudi Arabia wanted, but it created the monster that we now call Al-Qaeda, as well as the Islamic State. Now, the good news is that the Cold War is over. America is no longer interested in Islamism. And moreover, in Saudi Arabia and in countries like the United Arab Emirates, Islamism is completely, has been completely abandoned, and all support, financial or otherwise, for Islamism has ended. We only have, in fact, 2 state sponsors of Islamism today in the world. They are Turkey and Qatar. And on the whole, the ideology, I think, is on the decline because it has been significantly starved of funds and patronage. Now, I think it's possible to put pressure on Turkey and on Qatar, and this will further accelerate the decline and demise of Islamism.
Thank you. Merci beaucoup, Bernard Haeckel, pour cette très stimulante intervention. Je passe immédiatement la parole à Mouhannad Khorshideh pour lui demander s'il pense lui aussi s'il est lui aussi optimiste sur l'échec de l'islamisme à terme. Ja, vielen Dank. Ich werde auf Deutsch sprechen. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt mit dem Phänomen der Gewalt, mit dem ISIS, mit Al-Qaida. Das Phänomen, was wir in den letzten Jahren aus den Augen verloren haben, das eigentliche Problem beginnt nicht, wenn Gewalt beginnt, sondern wenn hier im Kopf das Gedankengut, das menschenfeindliche Gedankengut im Namen des Islams verbreitet ist. Und das ist das Eigentliche, was wir heute diskutieren sollten. Welche Gedanken liegen oder Ideologien liegen als Grundlage hier für Extremismus? Und hier müssen wir den Kampf annehmen. Nun, wir sprechen jetzt also in Österreich vom politischen Islam. Österreich hat eine Dokumentationsstelle für politischen Islam eingerichtet, um dieses Phänomen, das ich beschrieben habe, die Ideologie hinter dem Terror, hinter Extremismus, wissenschaftlich zu studieren, wissenschaftlich zu analysieren. Heiko Heinisch, der gleich auch reden wird, und ich sitzen im wissenschaftlichen Beirat dieser Dokumentationsstelle. Österreich hat angefangen, das eigentliche Problem zu erkennen. Es ist ein ideologisches Problem, es ist ein Problem über das Verstehen vom Islam, von welchem Islam sprechen wir. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, auch wenn Anhänger des politischen Islam, zum Beispiel die Muslimbruderschaft, sich von Gewalt distanzieren, aber ablehnen eine historisch-kritische Lesart des Korans, wenn sie darauf beharren, den Koran wortwörtlich zu lesen, dann lesen wir im Koran über Körperstrafen, lesen wir im Koran über Gewalt gegen Nicht-Muslime, lesen wir auch, dass Gott die Nicht-Muslime für die Ewigkeit in der Hölle bestrafen wird. Das ist ein gewalttätiges Bild von Gott, ein gewalttätiges Bild auch vom Islam. Es reicht nicht zu sagen, Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun, wir distanzieren uns von Gewalt, aber gleichzeitig wir lesen den Koran wortwörtlich. Dann werden wir Probleme haben mit modernen Werten, Probleme haben mit den Menschenrechten, mit demokratischen Grundwerten. Und hier müssen wir ansetzen, nicht wenn es erst zu Gewalt kommt, sondern welche Werte werden vermittelt, welche Werte werden in den Moscheen, im Religionsunterricht, im Internet, welchen Islam wird hier kommuniziert, und da müssen wir ansetzen. Eine letzte Bemerkung: Der politische Islam versucht mit Begriffen wie Islamophobie, wie antimuslimischer Rassismus die Gesellschaft zu spalten und sich zu immunisieren vor Kritik, sodass jede Form der Kritik als Islamophobie gesehen wird. Das verhindert einen Prozess der Aufklärung, das verhindert, dass wir ein anderes Verständnis vom Islam etablieren. Ein allerletzter Satz. Es wird oft gesagt, der säkulare europäische Staat darf sich nicht einmischen in den Innenangelegenheiten der Muslime. Muslime müssen ein Islamverständnis entwickeln, das mit Demokratie vereinbar ist. Und das stimmt ja auch. Nun brauchen wir aber Institutionen dafür, brauchen wir die Rahmenbedingungen, dass Muslime solches Islamverständnis etablieren oder überhaupt entwickeln. Europäische Länder dürfen nicht passiv zuschauen und unter dem Motto der Säkularität passiv einfach warten,
dass etwas vom Himmel fehlt. Wir brauchen die entsprechenden Institutionen und Rahmenbedingungen, in denen Muslime an der Etablierung eines aufgeklärten Islams arbeiten können, der mit demokratischen Grundwerten vereinbar ist. Denn wie gesagt, ich wiederhole, das eigentliche Problem ist die Frage nach dem Islam, von dem wir hier sprechen, und seine Vereinbarkeit mit demokratischen Grundwerten. Vielen Dank. Merci beaucoup, Mohamed Khorshideh. Nous allons revenir sur cette question de la compatibilité de l'islam auquel nous avons affaire. C'est vrai qu'on a entendu Manuel Valls parler d'une perversion de l'islam. Je serais intéressée de savoir si vous pensez que ce terme est adéquat. Mais je voudrais revenir, en fait, je me suis perdue dans mon ordre alphabétique et je voudrais passer la parole à Heiko Heinisch, qui nous parle, si j'ai bien compris, depuis Vienne. Ja, schönen guten Abend aus Wien. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ich möchte mich, Moment, ich muss hier kurz, so. Ich möchte mich an meinen Vorrednern anschließen, weil ich auch glaube, dass wir den Blick zu sehr verengen, wenn wir immer nur nach jedem Terroranschlag in Europa auf den Terrorismus, auf den Dschihadismus gucken und das ideologische Umfeld, in dem sich dieser Dschihadismus bewegt, völlig außer Acht lassen. Oder anders gesagt, bei der Bewertung des islamischen Terrorismus sind sich Politik, Medien, Gesellschaft in Europa weitgehend einig. Das ist etwas Verabscheuenswürdiges. Geht es aber um die Bewertung des legalistisch operierenden politischen Islam, dann gehen die Meinungen sehr schnell sehr weit auseinander. Von vielen wird der Zusammenhang zwischen diesen beiden Spielarten des Islamismus nicht gesehen oder er wird bewusst ignoriert. Nur in Frankreich und Österreich erleben wir diesbezüglich aktuell eine politische Neubewertung des politischen Islam, eben auch in seiner mehr oder weniger gewaltfreien Variante. Es gibt gute Gründe, diesen legalistischen Islamismus verstärkt in den Fokus zu nehmen, denn mit ihm hat eine neue totalitäre Ideologie auch die europäische Bühne betreten. Der Kulturkampf, der uns von dieser neuen Ideologie aufgezwungen wird in Europa, ist ein Kulturkampf, der innerhalb der islamischen Welt schon seit vielen Jahrzehnten tobt. Nun haben wir ihn auch verstärkt hier in Europa und mit ihm auch die Gewalt. Um auf die Gründe zu kommen. Erstens, der politische Islam, auch in seiner in Europa gewaltfrei agierenden Variante, liefert letztlich die ideologische Grundlage, auf der Dschihadismus aufbaut. Der ehemalige Kommunikationsminister von Kuwait, Saad bin Tafla al-Ajami, schrieb 2014 selbstkritisch in einem Artikel unter dem Titel „Wir alle sind ISIS“, der IS sei das Produkt eines fundamentalistischen Diskurses, der die islamische Welt seit Jahrzehnten dominiere und der Intoleranz bis hin zum Hass gegenüber allem predige, was anders sei. Die Wahrheit, die wir nicht leugnen können, schreibt al-Ajami, lautet, dass ISIS in unseren Schulen gelernt, in unseren Moscheen gebetet, unsere Medien und religiösen Plattformen gehört, unsere Bücher und Texte gelesen hat. Der IS folgt den Fatwas, die wir produziert haben. Und er steigert letztlich nur die Ideologie des politischen Islam ins Extreme, während sich die Welt und die meisten Muslime an die sanftere Variante bereits gewöhnt hätten. Damit spricht al-Ajami einen wesentlichen Punkt an. Es ist diese Ideologie des politischen Islam, ohne die es den Dschihadismus gar nicht geben könnte. Und die Ideologie des politischen Islam, wie sie in der Muslimbruderschaft entstanden ist, von Hassan al-Banna erstmals verschriftlicht wurde, diese Ideologie an sich ist auch nicht gewaltfrei. Das wird eben gerne auch übersehen, weil die Muslimbruderschaft oder eine Milligörisch-Bewegung in unseren Ländern weitgehend gesetzeskonform und gewaltfrei arbeiten. Die dahinterstehende Ideologie ist nicht gewaltfrei. Die Muslimbruderschaft lehnt den Dschihadismus nicht prinzipiell ab. Sie lehnt ihn in Situationen ab, in denen der Gegner so stark ist, dass es für die eigene Bewegung zum Nachteil werden könnte, wenn es gewaltsam agiert. Das ist der einzige Grund. Ansonsten dschihadistische Bewegungen in anderen Ländern der Welt werden auch von Organisationen der Muslimbruderschaft in Europa unterstützt. Oder wenn wir uns den Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich ansehen oder auch den Anschlag auf Charlie Hebdo vor 6 Jahren, dann wird auch das Zusammenspiel zwischen beiden Varianten des Islamismus sehr konkret.
Die legalistischen Islamisten mit Worten vor gegen ihre Gegner oder gegen die sie als Gegner benennen. Anders gesagt, sie starten eine Kampagne, sie benennen das Ziel, sie zeigen auf das Ziel. Sie haben gezeigt auf Samuel Paty, die Kampagne kam aus Kreisen der Muslimbruderschaft. Sie haben gezeigt auf Charlie Hebdo. So lange, bis andere zur Waffe greifen und dieses Ziel halt tatsächlich physisch attackieren. Die einen würden ohne die anderen nicht überleben können auf Dauer. Eine Gesellschaft, also letztlich verfolgen auch beide Akteure das gleiche Ziel. Sie wollen eine Gesellschaft, die auf islamischen Normen beruht und unsere demokratische und pluralistische Gesellschaft feindlich gegenübersteht. Zweitens, der politische Islam greift unmittelbar die Grundlagen freier demokratischer Gesellschaften an und entfaltet schleichend seine Wirkung zunächst innerhalb von muslimischen Communities in unseren Ländern. Der in Frankreich von Präsident Macron häufig verwendete Begriff des Separatismus trifft eigentlich exakt das, was ich meine. Ich bin auch sehr dafür, diesen Begriff auch in unsere Sprachen zu übernehmen, weil er wirklich so treffend ist wie kaum ein anderer Begriff. Denn er beschreibt, was passiert, wenn wir Islamisten in unseren Gesellschaften einfach freien Lauf lassen, wenn wir sie einfach tun, was sie am liebsten tun würden. Vertreter des politischen Islam. Je vais vous couper en fait, pour qu'on puisse avancer, si vous permettez, parce qu'en fait le temps va très très vite. Pardon? Et je voudrais en fait pouvoir vous redonner la parole. Donc je me permets de vous interrompre. Yeah. Et je vous redonnerai la parole. Je vais passer la parole à Saïda Keller-Mechali. Et je crois qu'elle est d'ailleurs sans aucun doute en parfait accord avec vous sur cette idée d'un trait d'union, je dirais d'une continuité entre le domaine des idées et le passage à l'acte violent, et qui en fait me paraît être pour l'instant le point qui revient dans toutes les interventions qu'on a entendues. Oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation. Oui, il me semble que nous trois, là, c'est Monsieur Khorshid, Monsieur Heinisch et moi-même qui vivons dans l'espace germanophone, nous avons une perspective très similaire, n'est-ce pas? Je pense, oui, que cette notion de idéologie à la base de tout acte, hein, elle est absolument centrale. Et ils ont tous les deux raison de dire que dès qu'il y a un attentat, on se fixe trop sur l'aspect, donc, évidemment choquant, violent, mais on oublie un peu sur quelle base ces gens ont agi. J'aimerais juste, puisque j'ai 3 minutes, n'est-ce pas, j'aimerais juste dire peut-être les points les plus forts de ce qui me semble pertinent, le plus pertinent en Europe, c'est que, et déjà M. Heikel l'a dit tout à l'heure, nous avons des structures depuis des décennies qui ont été acceptées, oui, pendant la guerre froide, qui ont été aussi instrumentalisées pendant la guerre froide contre le communisme, évidemment, mais pas seulement. Et ces structures, je nomme peut-être les 3 mosquées les plus importantes en Europe, les mosquées de frères musulmans, à Genève, à Bruxelles, à Londres, à Munich. Elles existent là depuis donc 60 années ou presque. Et de là, se sont formées des structures qui posent problème aujourd'hui. Ce sont surtout des structures des frères musulmans. Contrairement à ce que vous avez dit, M. Heikel, tout à l'heure, je ne suis pas aussi optimiste quant à la fin de ces structures, car nous voyons, et surtout le livre de Chenot et Malbruno, Qatar Papers, hein, l'a montré, que nous avons des structures islamistes, donc des frères musulmans, qui sont très très bien financées dans toute l'Europe, aussi ici en Suisse, et en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Il y a des millions de dollars qui coulent vers des structures de frères musulmans et qui donc les laissent en vie, n'est-ce pas? Et puis, peut-être un autre point fort, parce que je n'ai pas le temps de tout dire, c'est que nous tolérons depuis, oui, aussi des décennies, des prêcheurs et des prédicateurs très radicaux
qui circulent librement dans toutes les mosquées de l'Europe. Moi, personnellement, j'ai écrit un livre sur ça, focusé sur la situation en Suisse, parce que j'ai observé qu'on avait plein de prédicateurs et de prêcheurs très radicaux, formés très souvent en Arabie Saoudite, des gens des Balkans, n'est-ce pas? Parce que l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme la Turquie, comme le Koweït, ont abusé de cette situation de guerre qu'il y a eu dans l'ex-Yougoslavie. Ils ont abusé de cette situation de pauvreté et de cette situation de misère et ont formé beaucoup de prédicateurs, mais vraiment radicaux. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un prédicateur radical? C'est-à-dire, ce sont ces gens qui produisent justement cette idéologie qui va séparer les gens dans la société, qui produisent une idéologie de haine envers tout ce qui est autre dans le sens contre les femmes, contre les gens qui vivent différemment, contre les autres religions, etc. Et ce sont ces gens-là qui alimentent justement une idéologie qui, à la fin, va mener à la violence. Parce qu'il y aura une tension entre la réalité dans une société démocratique et une société, je dirais, oui, égalitaire, une société libérale, n'est-ce pas, dans laquelle un jeune va grandir, et puis cette idéologie qu'il va prendre avec lui de la mosquée, des centres dits culturels des frères musulmans, aussi des frères musulmans turcs, n'est-ce pas, Milli Görüş et l'autre grand mouvement dont aussi souffre la France, mais aussi l'espace germanophone, aussi un mouvement islamiste, aussi un mouvement tout à fait antisémite qui sème la haine. Et semer la haine, ça veut dire qu'il sème aussi une tension que beaucoup de jeunes ne pourront pas tenir, n'est-ce pas? Que beaucoup de jeunes ne sauront pas ménager. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de ce discours qui est vraiment, oui, séparatiste, qui sème la haine, qui sème aussi l'intolérance et qui propage surtout aussi une image de la femme qui est tout à fait indigne, qui est dégradante, qui a une idée de la violence ou même de la mort qui sont totalement perverties religieusement. Et ce sont ces images-là qui vont faire qu'un jeune, dans une situation très souvent de rupture dans la vie, beaucoup de biographies de djihadistes nous le montrent, que ce sont généralement des jeunes gens qui n'ont pas su ménager, par exemple, une situation de perte ou une situation d'échec, parce que ça, c'était pas dans leur concept, c'était pas dans le plan, n'est-ce pas? Alors, ils sauront, ces gens-là sauront donc prendre ces images avec eux et ils trouveront dans le djihadisme extrêmement violent, dans une guerre qui n'est pas du tout la leur, ils vont trouver je dis entre guillemets, une solution à cette tension dans laquelle on les a mis, dans laquelle ils ont peut-être grandi, n'est-ce pas? Et ce sont ces jeunes-là qui sont la cible de tout recrutement, le recrutement qui se fait dans l'Internet, qui se fait dans les mosquées ou en dehors des mosquées, ils visent très spécifiquement ces jeunes-là. Voilà, je crois que j'ai rempli mes 3 minutes. Oui, vous avez été formidable et passionnante en même temps. Et je souligne en effet ce que vous avez dit sur vous aussi, sur cette espèce d'écosystème islamiste absolument fondamental, dans lequel baigne en fait toute une jeunesse qui du coup s'éloigne de nous et nous échappe. Et cela m'amène, vous avez mentionné, madame, l'existence de plusieurs mosquées très importantes pour justement, où on pignon sur rue les organisations de l'islam politique, comme les Frères musulmans. Vous avez parlé en fait de la mosquée de Bruxelles, de la mosquée de Londres et à Munich. Et donc je me tourne, puisqu'on parle de Bruxelles, vers le professeur Johan Lehmann,
pour qu'il nous explique, parce qu'il est en prise avec effectivement cette société belge où on voit bien qu'il y a de véritables lobbies organisés, notamment des frères musulmans, qui ont pignon sur rue, comme vous l'avez dit, comme plusieurs intervenants l'ont dit, depuis plusieurs décennies, et qui donc sont particulièrement difficiles à combattre. Je vous passe la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, absolument, on vous entend très bien. Bon, ben, je dois dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Saïda Kelem-Salil a dit, donc elle me facilite vraiment dans mon intervention. Je condivise tout à fait cette analyse. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quelle est mon expérience depuis quand même 35 ans? C'est qu'il y a un islam vécu des gens. Et ça ne pose aucun problème. Mais quand les autorités, par exemple, cherchent d'arriver à une organisation, à entrer en contact avec le monde musulman et qu'ils doivent respecter, on doit respecter le fait que ce n'est pas aux autorités d'imposer une structure au monde des communautés musulmanes, c'est toujours les frères musulmans depuis déjà 35 ans, qui, à la fin du parcours et à la fin de la discussion, sont les mieux organisés et occupent les places. Ça, je vois, et j'ai moi-même essayé pendant des années d'en sortir, de voir des solutions, mais ça ne va pas. Ce qui est plus, c'est que je vois que ces gens s'organisent même au niveau européen. J'ai vu qu'à un certain moment, c'est par exemple à Toledo, où ces frères musulmans se rencontrent et disent ce qu'il faut faire en Belgique. C'est des gens très bien organisés, qui connaissent extrêmement bien notre société, qui parlent parfaitement notre langue, savent très bien ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et voilà, ça c'est pour moi le grand problème pour le moment. Je ne dis pas que tous ces gens-là veulent la violence, que tous ces gens-là sont des extrémistes vraiment, mais ils gèrent le débat. Et ça pose problème. Et qu'est-ce que je veux dire avec gérer le débat? Ben, il y a deux tendances, je vois, parmi les frères musulmans. Il y a ceux qui travaillent à une socialisation du monde musulman en focalisant surtout sur vous les jeunes, vous êtes discriminés. Vous les jeunes, et il faut vouloir vous exprimer par le port du voile, par d'autres choses. Bon, je le prends, et nous disons, écoutez, le voile, ok, ça va, on peut l'accepter, mais ils amplifient les restrictions continuellement, ils ajoutent en plus un sentiment de, oui, on est discriminé par la culture occidentale. Deuxième chose que je vois, c'est une deuxième tendance parmi les frères musulmans, c'est que oui, ils veulent le pouvoir partout. À la fin, c'est eux qui gèrent vraiment. Et ils sont organisés dans les très grandes mosquées qu'on connaît en Europe, à Bruxelles, Aix-en-Chapelle, en France, en Espagne, en Italie. Ils se connaissent, ils se rencontrent. Et voilà. Le grand défi pour la politique européenne, à mon avis, c'est comment faire maintenant. Oui, on peut attendre 2-3 générations. Oui, c'est vrai. Les jeunes, plus en plus, surtout les intellectuels, n'acceptent plus ce discours. Mais on est quand même coincé encore pendant des années. Mon plaidoyer, un peu, c'est de le rendre transparent, tout ça. Donc, de dire vraiment au monde des croyants eux-mêmes, écoutez, vous voyez ce qui se passe dans vos communautés, vous êtes vraiment manipulés quelque part. Donc, ça, c'est un peu mon plaidoyer. Et puis, pour les autorités, je pense que vraiment au niveau européen, il faut quand même un peu une stratégie en commun. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que ces frères musulmans, aussi dans quelques pays de provenance, comme la Turquie et même le Maroc un petit peu, se trouvent au niveau des gouvernements. Et là-bas, on trouve que c'est normal qu'on s'occupe aussi un peu de leurs citoyens ici en Europe. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a les salafis, c'est vrai, mais là, il y a quand même une distinction politique, même si c'est vrai que les salafis, les prêcheurs salafis sont très souvent invités dans les mosquées le vendredi pour prêcher. Je signale
qu'il y a quand même à côté de ça aussi, n'oublions pas quelques cellules iraniennes qui n'ont pas de contact avec eux, mais qui peuvent aussi poser problème de temps à autre. Merci. Bonjour, qu'est-ce que je vois comme problème? Je vais vous couper pour qu'on puisse donner la parole à Bernard Rougier et à Michael Tarnby, et après on reviendra sur ces questions et on va débattre dans le temps malheureusement extrêmement court qui nous est encore imparti. Bernard Rougier, parlez-vous aussi à loisir et de manière détaillée dans vos analyses de cet écosystème islamiste dans les quartiers où, dites-vous, on assiste à une véritable saturation de signes islamiques qui ne cessent de renvoyer les habitants, dites-vous, à leur culture religieuse? Oui, absolument. Je crois, pour le dire en 3 minutes et en remerciant toutes les institutions, Elnet, Fondation pour l'innovation politique, Fondation Jean Jaurès, de m'avoir accueilli pour cet passionnant après-midi. Je crois qu'une des clés pour comprendre la violence islamiste en Europe, c'est l'interaction entre quartiers populaires d'une part et l'agenda islamiste international ou la conflictualité islamiste internationale d'autre part. Et la grande difficulté, si vous voulez, c'est de penser cette interaction entre cette conflictualité islamiste, je vais préciser ce que j'entends ici, et les quartiers populaires, souvent habités, maintenant c'est l'expression euphémisée pour désigner des quartiers où il y a une forte population d'origine maghrébine, turque ou subsaharienne. Et je crois que c'est cette clé, cette articulation entre l'espace mondial et l'espace local qui va engendrer la production de la violence. Et il me semble qu'au niveau européen, on a eu un obstacle épistémologique. L'obstacle épistémologique, c'est que les modèles d'explication qui ont été proposés dans les cadres de recherche européens ont beaucoup reposé sur des modèles psychologiques, avec des passages de la violence par processus, par étapes, des modèles de psychologie souvent apportés des États-Unis et qui embrassaient toutes les formes de violence, avec une distinction entre la radicalisation violente et la radicalisation non violente. Donc la radicalisation non violente était mise de côté et au fond était tellement large qu'elle ne permettait pas, en incluant l'extrême gauche, l'extrême droite, les mouvements nationalistes, de saisir la spécificité du phénomène. On a eu aussi d'autres types d'explications fondées sur l'organisation, le recrutement, le travail de séduction, qui là aussi reposé sur un autre modèle théorique, la mobilisation des ressources, et qui, je crois, ne permettait pas de comprendre, encore une fois, cette violence. Et enfin, dernière critique, évidemment, dont on a encore eu, en quelque sorte, l'écho dernièrement, c'est la critique des systèmes politiques nationaux, jugés précisément trop jacobins, trop violents pour les identités locales. Maintenant, pour montrer cette articulation dans la minute qu'il me reste à peu près, en 3 minutes, je vais donner quelques exemples. Parce que, évidemment, les réseaux sociaux expliquent en large partie cette articulation. Mais avant même leur arrivée, prenons l'exemple de la guerre du Golfe, 90-91. Que se passe-t-il dans les quartiers? Population maghrébine qui, dans l'ensemble, est plutôt favorable à Saddam Hussein et qui exprime sa détestation de l'Arabie saoudite. À partir de là, dans la décennie 90, en Europe et en France en particulier, l'Arabie saoudite va développer une politique anti-frères musulmans et va, en quelque sorte, son conflit contre les frères musulmans va se déporter sur le terrain européen avec une bonne dose de salafisme, une politique du voile, la diffusion de la littérature traditionnaliste sunnite, etc. Premier exemple. Deuxième exemple, très rapidement, la fin de la décennie noire en Algérie, 1999, qui s'achève par une amnistie. Cette amnistie a été négociée par des prédicateurs salafistes, souvent saoudiens, qui vont, d'une certaine façon, demander aux combattants du GIA de déposer les armes, en échange de quoi certains obtiendront des positions sur le champ religieux et culturel. Et avec les liens intimes qui existent entre la France et l'Algérie, la France étant la plus forte communauté algérienne, on a là ici, encore une fois, un mécanisme de diffusion du salafisme depuis l'Algérie auprès de cette population. Évidemment, vous avez l'événement du 11 septembre et sur fond d'intifada en Palestine, et en Israël, qui va évidemment mettre la question du djihad et de ses conditions de légitimité au cœur, en quelque sorte, des discussions.
si bien que les quartiers, j'allais dire, travaillés par des réseaux islamistes, le monde des mosquées, les librairies islamiques, le travail de traduction va expliquer en gros, va en quelque sorte aplatir toute la réalité institutionnelle, historique et politique française et européenne en faisant en quelque sorte le prolongement des conflits, de cette conflictualité islamiste, de tous les conflits, si vous voulez, mobilisent le monde musulman. Comme si les scènes nationales, sur fond de mondialisation, de crise des États, etc., cette scène islamiste devient la scène réelle pour les populations concernées, avec des réseaux qui vont s'occuper très largement de décoder avec des catégories religieuses cette actualité internationale et cette actualité nationale, en faisant de l'actualité nationale le simple prolongement, en quelque sorte, de cette conflictualité islamiste internationale. Telle ou telle épicerie juive va devenir le symbole du sionisme qu'il faudra éliminer. Vous voyez, vous avez en quelque sorte un travail qui a été fait de décodage de cette réalité nationale et internationale à l'aide de catégories religieuses et qui n'est pas compréhensible si on ne saisit pas l'interaction entre la scène internationale islamique et les quartiers. Plus, et dernière chose pour terminer là-dessus, un travail aussi de socialisation religieuse par l'envoi de jeunes qui vont apprendre l'arabe et la religion dans les études privées au Yémen, en Syrie ou en Égypte, et qui vont revenir en cherchant à imposer au nom de la légitimité et de la pureté des catégories apprises à l'extérieur auprès d'une jeune génération, elle-même souvent en conflit contre ses parents, souvent désœuvrée, souvent au chômage, et qui va retrouver à travers cette discipline islamique un sens à son existence. Merci beaucoup. C'est passionnant aussi, votre explication de cette articulation entre l'espace mondial et l'espace local, et aussi, je trouve particulièrement intéressant ce que vous dites sur l'obstacle épistémologique et la manière dont on a interprété pour des raisons idéologiques ce défi islamiste. Et ce qui me paraît fascinant dans ce que vous dites, c'est que nous avons d'un côté ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on a des populations musulmanes qui peu à peu en fait sont embringuées ou entraînées par ces extrémistes vers une lecture de la réalité purement sous l'angle religieux, même ce que vous appelez des faits nationaux qui n'ont rien à voir, alors que vous avez des populations occidentales et européennes qui, elles, au contraire, sous-estiment complètement le fait religieux, c'est-à-dire que le fait religieux n'existe plus en réalité et sont incapables de penser le fait religieux pour justement les populations auxquelles ils sont confrontés, enfin cette question au sein des populations minoritaires. Je vais passer pour terminer la parole à Michael Tarnby du Danemark pour qu'il nous donne son point de vue de Copenhague. Michael? Thank you. Last but not least, I'll certainly try to make the best out of my 3 minutes. Thank you so much for the invitation and for having me. I'll try to make 3 brief points tonight. And I'd like to start out with the title of this very panel, which is Islamism, a Pan-European Political Crisis. I think the premises of the discussion is somewhat inaccurate because the way I see it, coming from the field of social anthropology, is that the crisis is fundamentally societal in nature and to a lesser extent political. Let me try to explain what I mean. Because I like to highlight a couple of developments of relevance, not only to my native Denmark or France, but to Western Europe in general. Now, firstly, the jihadi movements, as we've seen them in Europe, and I'm taking a historical perspective here. If we go back to 9/11, where everything literally blew up on us, we can see that the jihadi problem in Europe has grown exponentially. The threat level that we're confronted with now is completely different than what we saw back in 2001. So things have changed dramatically. And we've witnessed simultaneously a significant change in the patterns of radicalization in terms of who gets radicalized, by whom, and for what reasons, and certainly how fast they get radicalized.
And those changes are likely to continue to change. This is a dynamic environment, for sure. And the pool of frustrated Muslim youth is increasing for a range of reasons. Economic exclusion, societal tensions, and so on and so forth. And in spite of massive security operations, no Western European country has successfully tackled the jihadi problem. It has been contained, but it's not going to go away. This is here for the foreseeable future, definitely for the next decade. However, it's important to note that the jihadis have not been able to overthrow our societies. I'm sure they would like to, but that has not happened. And that leads to the second point, that the non-violent Islamist groups have simultaneously become thoroughly entrenched in our societies. And they're feeling increasingly emboldened and increasingly confrontational. And I'm not afraid to speak their mind. And their demands for special rights as opposed to equal rights disregards the established norms of the societal, well, the social contract, which is what has held European societies together for the past centuries. And I believe that this phenomenon has actually less to do with religion. It's too simplistic to blame Islam specifically, but it's increasingly oriented towards issues related to identity, with Islam being the rallying point. So basically, the Islamists are directly challenging core EU issues such as freedom of speech, gender equality, coexistence, tolerance, and dialogue, and very often try to shut down any possibility of dialogue or discussion by drawing the Islamophobia card. The third point I'd like to conclude it with that we're seeing a convergence of a criminal threat such as terrorism, jihadism, and a societal threat, which is Islamism, of the non-violent version, of which the latter, Islamism, is, in my view, the most significant threat to contemporary Europe, because it's the growth of a parallel Islamist society, completely at odds with European values and traditions. Now, the third element is actually, as several others, certainly Dominique mentioned, that we're seeing a populist backlash of sorts, which definitely increased in the aftermath of the migrant crisis in 2015 and 16. And it's important to note that the criticism that's being leveled by native Europeans towards developments, of course, it targets the Islamists, but definitely also Muslims in general. There's very little distinction there, and quite often it's deliberate. So last but not least, the recommendation, certainly from my side, would be that we need to have much more increased focus on the non-violent versions of Islamism as the primary threat to European stability in the long term. And we need to focus on the societal impact on these developments. Merci beaucoup. I'll conclude with that. Thank you. Yes. Merci beaucoup, Michael Townby. Je suis désolée, il y a eu quelques interférences en termes de son. J'avoue que je crois qu'il y a vraiment, me semble-t-il, un accord entre ce que vous dites et ce qui a été dit avant, sinon que vous utilisez ce terme de sociétal que personnellement, je ne comprends pas très bien, car pour moi, quand on met en question le contrat social qui maintient ensemble nos sociétés, on est évidemment dans le domaine de la politique au sens large. Mais je crois que vous avez, vous pointez du doigt la question des groupes islamistes non violents, mais extrêmement agressifs. Et je pense que c'est exactement ce qui a été dit jusqu'ici. Je voulais, si vous permettez, il nous reste, je pense, un petit quart d'heure, donc c'est très peu, vous demander de parler un peu de qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'il y a une réponse à apporter sur le plan théologique, c'est-à-dire on est finalement face, vous avez tous souligné l'importance des idées. Est-ce que la bataille, si c'est une bataille dans l'islam, ce n'est pas une bataille qu'il faut mener
justement pour une sorte de réforme, cette fameuse réforme dont on parlait tout à l'heure les deux anciens premiers ministres de l'islam, qui nous paraît comme une sorte de doux rêve, mais qui en même temps peut-être est absolument nécessaire, une relecture de l'islam. Est-ce que ça vous paraît, disons, réaliste? Peut-être poser la question à Bernard Haickel, à Saïda Keller et aussi à Heiko Hennig. Et après, je voudrais poser une autre question peut-être au reste des intervenants. Sauf s'il y en a d'autres qui veulent vraiment s'exprimer sur cette question. À ce moment-là, ils peuvent me faire signe. Okay, I'll go first. First of all, I think that, you know, politicians have these very simplistic formula for how to deal with this problem. So we need an enlightenment in Islam, for instance, is one of the things that is often, or a reformation of Islam. I think that, you know, such arguments are actually quite dangerous. Not only are they simplistic, but they're quite dangerous. Firstly, if you know anything about the Reformation in Europe and that led to the Enlightenment, you'll know that tens of millions of people died, and the wars lasted for well over a century. So I would not wish that on Muslims or on the world. Second, you know, this debate within Islam has to happen by Muslims themselves. And it's not just confined to a simplistic dichotomy that the bad guys are the Salafis or the Muslim Brothers, and then the good guys are these moderate Muslims. You know, any reading of Islamic law, mainstream Islamic law, you know. Ah, on a été coupé. Je ne comprends pas très bien. Est-ce que on a été coupé? Je vais peut-être donner la parole. Excusez-moi. Je vais peut-être donner la parole à Mouhanad Korshideh, qui est en fait théologien, et je voulais absolument qu'il avait commencé à parler de ça dans sa première intervention. Si vous pouviez intervenir, visiblement il y a un désaccord avec Bernard Haickel. In der Tat, ich glaube fest, dass wir eine Art Reform im Islam benötigen, und zwar von den Muslimen, aber die Muslime brauchen die entsprechenden Institutionen. Wir brauchen theologische Institutionen in Europa, im akademischen Diskurs, an den Universitäten, aber wir brauchen auch die Vermittlung der Ergebnisse dieser theologischen Institutionen. Wir brauchen einen islamischen Religionsunterricht an den Schulen. Wir brauchen eine Imame-Ausbildung. Wir sprechen immer über Defizite, aber ohne Alternativen kommen wir nicht weiter. Die Imame-Ausbildung in Europa, für Europa, das brauchen wir. Und da sehe ich noch in wenigen Ländern Lösungen für Imame-Ausbildung oder Religionsunterricht. Aber wir haben kein einheitliches Konzept, ein europäisches einheitliches Konzept, wie wir diese europäischen Werte implementieren in der Theologie. Oui, justement, c'était une question sur laquelle semblaient finalement hésiter les deux anciens premiers ministres qui ont évoqué cette question. Et je vous pose la question, comment on fait? Parce que qui va décider de la relecture, par exemple, du Coran? Je me souviens avoir fait une interview d'un ancien islamiste reconverti qui s'appelle Tawfiq Hamid, et qui a mené sa propre interprétation du Coran pour en faire une version, disons, adaptée à ce qu'il appelait la modernité. Comment, il m'expliquait que sur, je crois, 24 interprétations du Coran qui sont en cours aujourd'hui, pratiquement toutes étaient en réalité porteuses de violence, de bataille contre les chrétiens, etc., etc. Donc comment on fait, en fait? Qui décide? Wenn ich einen Satz dazu sagen darf, also viele europäische Länder wie Österreich oder Deutschland, die sagen, die Muslime müssen das selbst entscheiden. Aber mit Muslimen meinen sie immer die organisierten Muslime. In Deutschland, wo ich jetzt hier wirke, wie in Österreich, spricht man nur mit den Organisierten. Das Problem ist, im Islam gibt es keine Kirche. Das heißt, die Muslime, die sich organisiert, das sind aus
politischen Gründen organisiert, die Muslimbruderschaft und andere, auch türkische Organisationen. Das heißt, die Lösung in meinen Augen wäre, dass der europäische Staat, also europäische Staaten bewusst Kommissionen bilden von Experten, von muslimischen Experten, die einen aufgeklärten, offenen Islam, der mit europäischen, modernen, demokratischen Werten vereinbar ist, bilden. Und diese Kommissionen gestalten die Imame-Ausbildung, gestalten den Religionsunterricht. Also Europa darf nicht warten, dass Muslime von alleine etwas machen, weil die Akteure, die meisten Akteure im islamischen Kontext sind Anhänger des politischen Islams, leider. Merci. Vous en pensez quoi, Saïda Keller-Messali? Donc, on a d'un côté Bernard Haickel, auquel on pourra d'ailleurs très brièvement redonner la parole pour qu'il termine sa phrase au moins, mais d'un côté, lui dit « Je ne souhaite absolument pas à l'islam cette réformation car elle a mené aux millions de morts des guerres de religion. » Et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très proche de ce qu'a dit M. Rochid. Peut-être que la situation dans l'espace germanophone est un peu différente de l'espace francophone. C'est vraiment comme ça que, même ici en Suisse, l'islam organisé est un islam politique, qui a des buts politiques, qui n'a rien à faire avec la spiritualité. Et les mosquées, tous les réseaux de mosquées sont de sorte que c'est une structure politique. Et le but de ces structures, c'est d'être le seul interlocuteur de l'État pour parler de la population musulmane. Déjà là, il y a un grand malentendu parce que, selon mes chiffres, 85% de la population musulmane de l'Europe, je dirais même, est tout à fait laïque et n'est pas organisée dans ces associations de mosquées. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas être représentées par un islam qui est dans les mains des frères musulmans, dans les mains des Turcs, et dans les mains d'un islam politique, d'abord. Ensuite, un autre point qui m'est cher, que j'aimerais dire, c'est que toutes ces structures d'association dans tous les pays d'Europe, à la fin, elles sont organisées pan-européennement. C'est-à-dire, nous avons des organisations pan-européennes de lobbyisme de l'islamisme à Bruxelles, comme le FEMISO ou le VAMI, ou bien en France, l'Institut des études, l'Institut européen des sciences humaines, il existe aussi à Francfort, tous des structures de frères musulmans. Et en plus, une autre organisation qu'il faut absolument, dont il faut parler, c'est ce European Council for Fatwas and Research, qui est à Dublin, qui fait des fatwas pour toute la population musulmane en Europe. C'est-à-dire, si vous êtes dans une mosquée, vous avez une app qui va vous dire si ce que vous faites ou ce que vous pensez correspond à la charia ou non. Et il y a des milliers de musulmans qui utilisent cette app. C'est aussi une manière de l'islam politique, des frères musulmans surtout, de prendre le dessus et d'avoir le monopole de la parole, le monopole de l'interprétation de ce qui est islam. Dans ce sens, ce que M. Rochid vient de dire est tout à fait juste. C'est aux musulmans eux-mêmes de dire comment ils veulent avoir un islam demain, et c'est à eux, surtout à ces personnes qui sont amoureux de la démocratie, qui sont amoureux de la liberté, il faut le dire, c'est à ces personnes que revient une sorte d'organisation d'un islam tout à fait autre que celui des frères musulmans. Merci. Je vais lancer une autre question dans le débat. Il nous reste en réalité 10 minutes. Donc, je vais lancer une autre question dans le débat et ceux qui voudront passer la parole à ceux qui n'ont pas intervenu. Et si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur cette question de la réforme de l'islam, bien entendu, vous pouvez aussi ajouter un mot. Je vous demanderai d'être le plus concis possible car il nous reste finalement très très peu de temps. La question que je me posais, c'est la question qui a été abordée par les deux anciens premiers ministres sur
le fait qu'on n'est pas dans une guerre de civilisation, que finalement on est dans une guerre dans l'islam, et ce n'est pas une guerre entre l'Occident chrétien et le monde musulman, mais une guerre dans l'islam qui effectivement s'est portée sur le territoire occidental et notamment en Europe. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas basculer dans une guerre de civilisation et comment on fait pour l'empêcher? Parce qu'il paraît quand même évident que ces mouvements islamistes radicaux visent la guerre de civilisation. Le fait qu'on voit, par exemple, certains de ces attentats non plus viser des lieux symboliques de la libre pensée, comme par exemple Charlie Hebdo, mais des églises où on va décapiter des prêtres dans l'exercice de leur fonction. Comment on fait, comment vous voyez cette question-là de la relation entre l'Occident et ces mouvements? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quand même de détruire aussi l'Occident et l'Occident chrétien, parce que pour ces gens-là, l'Occident est chrétien? Donc, je pose cette question et je vais peut-être demander à Bernard Rougier de son avis. Oui, alors, pour le dire très vite, oui, ça c'est l'agenda des islamistes et des djihadistes en particulier. Alors, pour ne pas tomber dans le piège, évidemment, il faut il ne faut pas hystériser le débat. À mon sens, il est absolument fondamental de rétablir la légitimité de l'université, la légitimité de l'islamologie, par exemple, comme discipline absolument indispensable pour déconstruire le discours islamiste. Or, les départements d'islamologie sont menacés précisément par une offensive islamiste également sur l'enseignement en France et précisément sur l'enseignement en islamologie. Et donc, la seule manière, si vous voulez, pour casser cette volonté hégémonique à la fois dans le discours, dans la pratique et dans la violence des différents types d'islamisme, il faut absolument ouvrir le sens à une partie de notre jeunesse d'ascendance d'origine musulmane, lui permettre et lui donner les outils analytiques, intellectuels, les instruments de connaissance pour ne pas tomber dans le piège qui leur est donné, leur montrer qu'elles sont victimes d'une opération idéologique consistant à prendre le pouvoir sur elles. La grande difficulté, c'est que l'université française est aujourd'hui menacée, pas seulement par la poussée islamiste, mais aussi par la poussée décoloniale et les alliances que l'une et l'autre tissent ensemble contre la libre recherche, en quelque sorte, ou contre la liberté de l'enseignement au nom de la destruction de la structure jacobine, étatique, de l'histoire, de l'État intrinsèquement, organiquement et systémiquement raciste, etc. Et là, il y a vraiment une très grande vigilance à avoir de la part des gouvernements et de l'administration pour que l'université résiste à cette double offensive. Encore une fois, le risque, c'est que si elle ne résiste pas, si l'université ne peut pas produire une parole de vérité et de complexité, elle va, j'allais dire, l'opération islamiste et décoloniale peut réussir auprès d'une partie importante de cette jeunesse d'origine maghrébine et subsaharienne en France. Voilà. Sachant, et pour dire un dernier mot, il y a au moins un accord entre les gouvernements autoritaires du Sud et ce que j'appelle l'islamisme officiel ou l'islamisme d'État, qui est très puissant, et l'islamisme d'opposition, c'est qu'il ne faut pas que ces populations arabes, pour le dire vite, installées en Europe, deviennent des vecteurs, des menaces de démocratisation vers le sud de la Méditerranée. Et finalement, il y avait un accord, au fond, entre gouvernement autoritaire et parti islamiste pour que cette population ne soit jamais une population démocratique, laïque, ouverte, libérale, etc. Je comprends. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Heiko Heinich pour qu'il justement s'exprime et nous explique s'il voit cette convergence des luttes dangereuses pour l'avenir de la démocratie autrichienne et la question justement de la lutte contre l'islamisme en Autriche. Ganz insgesamt muss man verstehen, was der politische Islam in unseren Gesellschaften tun will.
Er versucht, unsere Gesellschaft zu spalten in Muslime und Nicht-Muslime. Er versucht, die muslimischen Communities zu infiltrieren, sich an ihre Spitze zu setzen. Also speziell die Muslimbruderschaft ist da sehr gut drin, sich dann als Vertreter aller Muslime gegenüber der Politik, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber Medien zu verkaufen, für alle Muslime sprechen zu können und gleichzeitig die muslimischen Communities ein Leben nach streng islamischen Regeln in abgeschotteten Stadtvierteln, also das, was mit Separatismus beschrieben wird, zu ermöglichen. Das ist das, was der politische Islam will. Die Frage ist, was wir dagegen tun können. Zunächst mal Wissen über diese Organisation, über ihre Strukturen, über die Akteure schaffen, das, was die Dokumentationsstelle für politischen Islam in Österreich jetzt tun will, um einfach Wissen zu haben, auf dem aufbauend Gegenstrategien entwickelt werden können. Ich halte es jetzt ganz kurz. Es gibt schon einige Sachen, die wir tun können. Das Wichtigste ist, wir können nicht erzwingen, dass der Islam sich verändert. Wir können nicht erzwingen, dass die Theologie sich verändert. Das wird von außen nicht funktionieren. Aber was wir tun können, ist, jene Organisationen, die politisch-islamische Ideologien in unsere Gesellschaften hineintragen, in die muslimischen Gesellschaften hineintragen, so massiv unter Druck zu setzen, wie es möglich ist. Unter Druck setzen heißt durch Beobachtung und Veröffentlichung der Beobachtungsergebnisse, da sind auch die Medien gefragt, durch ein Verbot von islamistischen Organisationen, die gegen das Vereinsrecht oder gegen das Strafrecht verstoßen. Beendigung der Zusammenarbeit mit Akteuren des politischen Islam durch die Politik, weil es passiert leider immer wieder, dass auch die Spitzenpolitik also in Deutschland zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeitet, die vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich beobachtet werden. Wir müssen aufhören, diese Organisationen auch noch staatlich zu fördern für das, was sie tun, weil sie bekommen auch staatliche Fördermittel immer und immer wieder. Dieser erhöhte Druck wirkt. Wir können das in Österreich, ein ganz kleines Beispiel, als die türkischen Truppen im Oktober 2019 in Nordsyrien einmarschiert sind an die türkische Religionsbehörde Diyanet angeschlossene Moscheen in Deutschland, aber auch in Frankreich, ist für den Krieg gebetet worden, ist Erdogans Propaganda offen in die Moscheen getragen worden und für den Sieg der türkischen Armee gebetet worden. Zur gleichen Zeit in den gleichen Moscheen in Österreich haben wir keine entsprechenden Handlungen feststellen können. Der Druck auf die türkische Moscheegemeinden war schon so hoch durch etliche Skandale im Jahr davor, wo die Politik bis hin zur Drohung mit Verboten gegangen ist, dass man es einfach nicht mehr getraut hat, so offensiv islamistische Propaganda in diesen Moscheen zu verbreiten. Also Druck hilft. Neben dem Druck aber noch ein Satz. Neben dem Druck auf Islamisten müssen wir aber auch die von ihnen versuchte Spaltung der Gesellschaft unterlaufen. Das heißt, wir müssen allen Muslimen, die nichts mit dem politischen Islam zu tun haben, die müssen wissen, dass sie gleichberechtigte Mitglieder einer Gesellschaft sind, die die Trennung zwischen Demokraten und den Gegnern der offenen Gesellschaft zieht und nicht zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Danke. Merci Ekoani. Je retiens de ce que vous dites qu'on se bat contre le défi islamiste par la connaissance des mouvements, par la pression, parce que la pression, dites-vous, ça marche, et aussi par la bataille des cœurs et le fait qu'on embrasse les musulmans qui ne font pas partie de ces réseaux extrémistes. Donc, je vais passer la parole à ceux qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer pour qu'ils nous donnent leur point de vue et qu'ils puissent faire une petite conclusion. Donc, je passe la parole à Johan Lehmann. Bon, écoutez, très brièvement. En très grande partie, je condivise les idées surtout de M. Kortash et ma collègue suisse. Donc moi je dirais politiquement, investissons dans une institution théologique européenne sans qu'on peut obliger bien sûr les gens et sans interférer dans la théologie même, mais croyons dans les jeunes intellectuels, et deux, cherchons de créer beaucoup plus de transparence sur le mouvement des frères et salafis, de sorte que les croyants musulmans eux-mêmes comprennent. D'accord, merci beaucoup. Liam Duffy, est-ce que vous êtes prêt pour votre conclusion et pour quelques remarques très brèves? Sure, yeah, thank you. So very quickly, I think I agree, especially with our Austrian colleagues. I have a very modest wish list on this. I don't want to
ban Islamist organizations. I don't want to curb freedom of speech or anything. But I think we need a massive exercise in understanding Islamism in a Western context, not just individual countries in Europe, in the West as a whole. So I would welcome something like the documentation center that Austria has on a European level and in each individual country as well. I would like people who work on this better protected from accusations of racism and Islamophobia. I would like politicians to stop holding platforms with Islamist groups that are openly Islamist, but that's the kind of thing we can inform with better research. And I would like state funding not to go to very obviously Islamist organizations. I think that's a very modest wish list, but it doesn't seem to be happening in my own country at least. Massive exercise in understanding. I like that. Merci. Je vais aussi passer la parole à Michael Townley et on finira par Bernard Haickel. Thank you very much. Yes, for a concluding remark, I think Heiko made an excellent point that we need to be very careful in terms of who we're dealing with and who our partners actually are, as the Islamist agenda is clearly focused, well, it's founded on an us versus them. And they're trying to pull Muslims their side at the expense of coexistence. And we have been rather naive across Europe for many years, believing that people who wanted to show up for so-called dialogue meetings or whatever had the best intentions. We're slowly getting wiser. Not all of them were. Some of them were deliberately trying to infiltrate their own agenda into a public and political debate. And that needs to be reviewed critically. Thank you. Merci beaucoup. Je passe la parole à Bernard Haickel. Okay, thank you, and I apologize for earlier. So I don't think there's what we call a silver bullet solution. There is no one solution to this problem. This is an issue that has to be managed, and I don't think that can be solved. Long term, the only solution is if one convinces Muslims that Islamism is the wrong path and that is not a correct interpretation of Islam. But the idea that somehow you can go to a traditional moderate understanding of Islam that's not Salafi, that's not Muslim Brotherhood, and somehow you'll find an apolitical, peaceful version, that's a fantasy. I also want to highlight one other thing, which is that this is something that came out in the comments by Bernard Rougier, which is that this is not just a European problem. This is a problem that involves the Middle East, that involves the Arab world, that involves the larger Muslim world. And so solutions have to be also found by engaging the Arab and Muslim world. And here the state, that is the l'État, plays a very important role, both in Europe, but also in the Middle East. Thank you. Merci beaucoup. Votre point de vue est intéressant parce qu'il se distingue de ceux des autres et il me donne le sentiment d'être du point de vue qu'utilisent par exemple les policiers en matière de maintien de l'ordre, où ils disent qu'un problème d'insécurité ne peut pas être résolu, il peut être juste géré, contenu. Et donc ça, c'est une idée évidemment qu'on ne voit pas, que ne partagent pas complètement les autres intervenants. Vous parlez aussi du fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème européen, bien sûr, mais d'un problème global, des problèmes du monde musulman, et que les États, les gouvernements de ces pays doivent jouer un rôle clé. Et je crois que c'était Apolline de Malherbe qui pointait tout à l'heure l'importance en fait des accords d'Abraham et du processus qui était engagé dans au Moyen-Orient et qui donne une sorte de lueur d'espoir pour un changement d'approche au niveau effectivement d'un certain nombre de gouvernements dans ces pays musulmans. Merci beaucoup Bernard Haickel. Je vais passer maintenant la parole. Vous remerciez tous pour cette table ronde un peu frustrante d'un certain côté parce que nous avons eu très peu de temps pour chacun des intervenants, mais la qualité en fait de ce que vous avez été capable de dire en peu de mots me semble fait penser en fait que c'était quand même une table ronde qui en valait vraiment la peine. Je passe la parole à David Khalfa. Merci à tous.